c'est ça qui était super frustrant, c'est que j'avais vraiment cette impression que j'étais venue pour ça, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je fasse, et la vie était en train de me dire on n'a pas besoin de toi, ou tu sers à rien, ou tu sais pas t'y prendre, et c'était super frustrant en fait. Je veux aider, et tout ce qu'on me renvoie, c'est tu fais chier le monde, quoi. Bienvenue, merci d'être avec nous. Commentez, partagez cette émission avec mon invité. Elle s'appelle Carole Le Picard, et vous savez que j'aime particulièrement commencer chaque émission, chaque entretien, chaque rencontre avec une petite phrase qui est souvent extraite du parcours de vie de mon invité. Et j'ai choisi cette phrase toute simple: une aventurière, une pionnière, une initiatrice de la quête de soi et de la quête de sens. Et vous allez voir que son parcours de vie est inspirant aujourd'hui, et elle a envie évidemment de rayonner au plus grand nombre pour apporter son expertise et son accompagnement. Carole Le Picard est donc ici. Bonjour Carole. Bonjour Marc. Merci infiniment de vous être installée. Merci à vous. Sur ce canapé, je suis très content que vous soyez là. Bienvenue de Chambéry. Oui, tout à fait. De l'Ain. De l'Ain, exactement. On va parler de votre parcours de vie. J'ai dit que vous étiez une aventurière, une pionnière, une initiatrice de la quête de soi et de la quête de sens. La quête de sens, la quête de soi, c'est le chemin d'une vie. Ah oui, ça, oui. Et au départ, c'était pas vraiment prévu au programme. Hein. Pas vraiment. Non. Mais c'est souvent ça. Je suis fasciné aussi par ça, par ces gens qui changent de vie. Sauf que là, il y a parfois ceux qui s'installent et qui parlent de leur parcours de vie et qui se sentent obligés presque de changer de vie, et ceux qui se sentent appelés par une nouvelle vie. Vous avez été appelé. Oui, j'ai été bien poussée quand même. Bien secouée aussi. Je crois que j'ai résisté. J'étais là un peu comme une feuille accrochée à ma branche, ouais, et à pas vouloir changer, justement à pas vouloir tomber. Mais voilà, un coup, 2 coups, 3 coups, et au bout d'un moment, on se dit bon là. Il y a un message. Ouais, il faut que je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait que je comprenne, que c'est comme si j'avais un angle mort, vous voyez. Ouais. Et donc du coup, voilà, ça a été le début de toute une démarche intérieure. Ouais. Et puis j'y ai pris goût. Ouais. Alors on va regarder le titre qu'on a mis pour illustrer, et ça aussi c'est extrait d'une de vos phrases dans votre parcours de vie à la préparation de l'émission. Vous dites: sacrifier notre liberté individuelle pour servir le tout. Alors il y a des mots forts dans ce titre. Sacrifier. Oui. C'est comme ça que vous prenez votre vie, votre parcours de vie, que vous analysez votre parcours de vie? Oui, alors j'aime bien ce mot sacrifice, parce qu'au départ, j'y ai accordé toute une autre valeur. C'est-à-dire que j'avais une maman qui, de mon point de vue, avait quand même sacrifié une part de ses rêves au service de son rôle de maman, de ce rôle de femme au sein de la famille, on va dire, de manière générale. Et une maman en souffrance. Une maman en souffrance, oui. Et donc, pour moi, il était hors de question de me sacrifier. Et à la fois, sur mon chemin, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je sacrifie ce que je croyais devoir faire pour embrasser là où la vie voulait m'emmener, en fait. Et de vraiment faire confiance à ça, sans savoir exactement où j'allais, en fait. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? 60 000 pensées par jour tournent dans votre tête. Vous vous rendez compte? Savez-vous que 80% de nos pensées quotidiennes sont négatives? Saviez-vous que tout est énergie? Pourquoi ai-je l'impression d'être bloquée après tout le travail que j'ai fait sur moi? Tu peux pas te libérer de ta partie sombre, mais par contre, tu peux en faire une alerte positive. Et si vous étiez à une petite inspiration de changer votre vie? Pour moi, rire, c'est vivre. Retrouvez-moi lors des ateliers ABC Talk, corps, âme, esprit, qui se tiendront les 30 novembre et 1er décembre prochains à Lille, à 9h à l'hôtel Mercure, aéroport de Lille. Rendez-vous sur le site d'ABC Talk. Vous pouvez d'ores et déjà réserver sur le site. Rien que pour vous, un atelier 100% immersif qui va transformer votre vie. Une grande expérience humaine, un moment de communion unique. Prenez date dès maintenant et à très bientôt. Beaucoup de bonheur, d'amour, de sérénité. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.
puisque vous parlez de votre famille au travers de votre maman, votre famille, vous l'évoquez avec vos sœurs, votre positionnement dans la fratrie aussi, Oui. qui n'a pas été simple. Et qui est toujours pas simple. Qui est toujours pas simple, d'accord. La petite troisième, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Le mauvais rôle, comme vous l'appelez. Oui, tout à fait. Le vilain petit canard de la famille. Ah, bah là, oui, carrément, oui. Ouais. Enfin, disons, pas tant que j'allais dans le sens de la famille, tant que je répondais aux valeurs de la famille, tout allait bien. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à aussi évoquer des choses et parler de choses sur les réseaux, de mon enfance, de ma vision de mon enfance, bah là, ça a grincé, en fait. C'est un déni de réalité? Oui, pour moi, oui. Mais à la fois, c'est compliqué parce que, oui, il y a du déni, mais moi, j'ai été aussi dans le déni pendant 40 ans. Donc, je le comprends, ce déni. Il y a cette phrase toute faite, cette expression bien française qui dit « Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ?» Est-ce qu'il fallait dire ce que vous avez dit et ce que votre famille a pris de plein fouet? De mon point de vue, je continue à croire que oui, sinon je ne serais pas ici. Parce que je vois aussi que c'est en donnant mon histoire, en parlant de mon histoire et en révélant un certain nombre de vérités qui ne sont que les miennes, hein, c'est mon point de vue, que du coup ça ouvre des visions et ça amène des gens vers moi qui se reconnaissent en fait dans mon parcours et qui se disent « Ah bah oui, là en fait ça fait des années que je vais pas bien, que je souffre, que je vais de thérapeute en thérapeute sans savoir exactement ce qu'il y a. Et elle va peut-être pouvoir m'aider en fait. » Et en effet, en général, ça match. Ça match. Autre mot très important dans votre titre, sacrifier notre liberté individuelle pour servir le tout, c'est la liberté individuelle. Avons-nous tous une liberté individuelle? De mon point de vue, non. Pas vraiment. C'est aussi une illusion, ça. Moi, je crois vraiment, et quelque part, c'est le fruit de mon parcours, que on a une destinée, que l'on est là vraiment pour servir et œuvrer dans quelque chose, et que on n'a pas vraiment de choix. En tous les cas, un certain nombre de personnes, je dirais pas forcément tous, mais voilà, les personnes qui sont au service, oui, elles ont à faire un parcours individuel justement pour servir le tout, quoi. Et le tout, c'est le troisième mot. C'est fort, évidemment, pour servir le tout, qui a une notion qui est une notion aussi, pardonnez-moi, très abstraite pour certains aussi. Oui. Mais, et d'ailleurs, pour certains, je m'inclus dans le lot. Qu'est-ce que le tout? Alors, ma vision aujourd'hui, c'est que la vie est mouvement et que quand on regarde, quand on dézoome un peu, et il y a plein d'outils, de supports comme la spirale dynamique ou ce genre d'outils qui permettent de voir que l'humanité, c'est quand même, il y a des séquences, il y a des époques, et que il y a aussi des personnes qui sont du coup là pour faire des transitions. Et moi, je suis convaincue que je suis venue sur Terre pour initier cette transition et du coup pouvoir guider les autres dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère du Verseau ou voilà le nouveau monde. En tous les cas, une humanité qui est beaucoup plus justement à la fois centrée, et c'est ça qui est pas toujours évident à expliquer, c'est à la fois centré sur l'individu, mais en ayant vraiment la vision que en effet, on contribue à l'amélioration du tout de l'humanité. Mais c'est là où il y a presque un paradoxe, Carole, parce que vous parlez de ce travail d'introspection de l'individu, et en même temps, vous parlez de la liberté individuelle qui n'est pas franchement une liberté individuelle. C'est là où c'est presque un peu antinomique, paradoxal. Tout à fait, oui, et la vie est pleine de paradoxes. Vous avez complètement raison. Et j'ai souvent beaucoup de difficultés aussi à montrer que justement ce chemin d'individuation, en fait, là on parle vraiment du chemin d'individuation tel que proposé par Jung, par exemple, il est en effet là pour
pour permettre à l'humanité d'évoluer, en fait. Et que c'est à la fois penser à soi, mais c'est pas de l'égoïsme. Et pas plus tard que hier, justement, j'en discutais avec une de mes clientes et qui m'a donné un exemple que j'ai trouvé intéressant. Elle me disait, bah oui, c'est comme faire un gâteau au chocolat. Si je vous demande de faire un gâteau au chocolat pour moi, en fait, si c'est pas votre truc, vous allez le faire. Mais bof, quoi, ça va pas être un plaisir. Et du coup, bah, je vais manger le gâteau au chocolat, mais bon, il aura pas un super goût. Alors que si c'est votre truc, que c'est vraiment là où vous kiffez votre life, en fait, de faire des gâteaux au chocolat, bah, vous allez prendre du super plaisir à le faire. Et du coup, vous allez aussi, ce gâteau-là aura un goût complètement différent. Une saveur différente. Une saveur différente, parce que ça sera votre passion et parce que, justement, il y aura cet amour, en fait. Et là, vous vous réalisez à travers ce que vous faites, et c'est ce que vous faites là, d'ailleurs, au quotidien, et ça se sent aussi. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est parce que je sens que il y a justement une envie, un plaisir de partager, et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas juste être à la télé ou sur les réseaux, quoi. C'est l'échange, en fait, qui m'intéresse. Et c'est un vrai plaisir. Je ne mange que les gâteaux au chocolat, je ne les fais pas. Parce qu'il vaut mieux pas que je les fasse. Ah bon. Voilà, même si je le fais avec amour, on peut aussi rater un gâteau au chocolat fait avec amour. C'est vrai. C'est possible aussi. Mais c'est bien sûr. Donc on peut faire des choses avec la conviction et la conscience de l'amour et puis se vautrer. Oui. Et alors attention, pour moi, le fait de se vautrer fait partie du processus. Et oui, et c'est justement parce que vous n'allez pas simplement prendre une recette, mais que vous allez chercher. Ah oui, tiens, un petit peu de ci, un peu de ça. Et voilà. Et c'est pour ça que votre gâteau sera différent et qu'il apportera quelque chose à l'univers de la pâtisserie. Si on en tout cas, vous avez cette liberté individuelle qui, aujourd'hui, vous permet d'avoir choisi votre chemin de vie, même si parfois il vous a été imposé par la vie, et on va voir de quelle manière. Vous êtes chaman, vous êtes thérapeute. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est le titre que vous avez choisi. Remettons l'image, et vous avez choisi le titre de thérapeute en crise de vie. Waouh! Ah oui. Mais alors, là, parce que si on prend ça comme ça, de prime abord, comme ça, hop, au premier jet, ça fait « je suis une thérapeute en crise de vie ». Non mais on pourrait faire ça. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, quand je l'ai lu... Quand on lit ça comme ça, on se dit « thérapeute en crise de vie ». Oui, mais bon... Oui, thérapeute de crise de vie, mais alors ça fait bizarre aussi. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? De tous ceux qui, à un moment donné, ne sont plus en phase avec eux-mêmes? C'est ça. Qui ressentent qu'il y a un décalage entre, surtout, ce que la vie leur montre. Et souvent, ça part aussi, évidemment, de mon expérience. Je me suis fait virer 2 fois. Alors, une fois, on se dit, les salauds, et on part... avec l'étendard pour mettre l'employeur au prud'homme. Et l'injustice. Et voilà, et l'injustice, etc. Ouais. Et puis quand ça arrive 2 ans après, de nouveau, on se dit, là, il y a certainement quelque chose qu'il faut que je comprenne, quoi. Remise en question. Remise en question et sentiment que... Alors, j'étais déjà un petit peu sur le chemin, c'est-à-dire que je faisais du développement personnel, j'avais déjà fait un peu de thérapie, mais là, je sentais que la vie était en train de me dire quelque chose et qu'il fallait que je le comprenne, quoi, parce que sinon, j'allais me reprendre des claques comme ça tout le temps et je commençais à en avoir un petit peu marre. C'est déjà une chance extraordinaire que de prendre conscience. Je pense que c'est le point de départ. Et pour moi, ça a pris des années, en fait. Ça m'a pris bien 10 ans de résister, de vouloir absolument gravir les échelons, continuer cette voie professionnelle qui était ouverte, hein. Oui, en plus ça... Vous étiez dans un grand groupe de communication, de télécommunication, au service marketing. Tout à fait. Donc alors on est aux antipodes de oui. certains développements personnels et autres spiritualités, bien que dans les grands groupes comme ça, moi j'ai remarqué, je connais des gens dans les grands groupes qui essaient d'instaurer, notamment pour le bien-être de leurs salariés, une dimension spirituelle. Maintenant. Sauf qu'à l'époque, effectivement, c'était pas tout à fait... Dans les années 2000, c'était... Ouais. Alors, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que
Quand même, dans les années 2000, et notamment, je ne sais pas si on peut le situer, mais j'étais en effet chez Bouygues Télécom et j'ai participé à un projet qui était extraordinaire, qui était le lancement de l'Internet mobile, avec un projet qui s'appelait Sixième Sens, quand même. C'était intéressant, quoi. Oui, bien sûr. On était déjà un peu sur la voie. Si ça, c'est pas un premier message. Non, mais sérieux. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, j'ai adoré parce que moi, j'étais responsable des partenariats et j'aidais justement les fournisseurs de contenu à pouvoir trouver déjà. Et c'est marrant parce qu'en préparant l'émission, forcément, ça m'a obligée à regarder un petit peu, à faire le fil de mon histoire. D'ailleurs, pardonnez-moi, Carole, je vous coupe, mais tous ceux qui s'installent là, qui font ce qu'on appelle la fiche de prod, qui nous permet d'avoir les éléments pour construire l'émission, nous disent tous que c'est déjà un processus et une première étape que d'écrire comme ça et de remonter sur les grandes étapes datées de leur vie. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et de me rendre compte que finalement, ce côté initiatrice, il a toujours été là. Parce que dans tous mes jobs, j'ai toujours initié. Chez Bouygues Télécom, j'ai initié l'Internet mobile. Quand je suis arrivée après chez Generali, j'ai initié tout ce qui était, comment on appelle ça, tout ce qui était communauté. Voilà, j'avais toujours comment on dit ça, une étape d'avant, quoi. Alors des fois, certainement un peu, comment on dit, tort d'avoir raison trop tôt. Précurseur un peu à la hâte, quoi. Un peu trop en avance sur son temps. Exactement. Alors ça peut paraître assez présomptueux quand même, assez prétentieux quelque part. Oui. Il faut se dire, oh là là, mais je suis en avance sur mon temps. Oh là là. Oui, c'est vrai que ça peut... mais... Ça peut être perçu de cette manière-là. Oui, sûrement, oui, ça c'est clair. Et à la fois, c'est pas très confortable quand on le vit, et quand on vit surtout ce décalage. Alors chez Bouygues Télécom, j'ai eu la chance parce que j'avais justement des supérieurs qui étaient eux-mêmes vraiment des pionniers, et donc ça vibrait la même fréquence. J'aime bien aussi évoquer cette notion-là. On était sur la même longueur d'onde et on s'est vraiment réunis. C'était une petite équipe. On était déjà en mode un peu start-up dans l'entreprise. Là, il y avait quelque chose d'hyper précurseur que aujourd'hui les entreprises ont perdu et qui est, je pense, un des problèmes pour renouveler justement les idées dans l'entreprise. Et donc, oui, ça a été vraiment déjà quelque chose d'hyper intéressant. Et formateur. Et formateur, oui. Ouais, pour la femme que vous êtes aujourd'hui, la chamane que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Je voudrais qu'on revienne un petit peu, on va rentrer dans le détail de votre parcours de vie, évidemment, et de ces fameux déclencheurs, toutes ces étapes de vie qui ont fait que vous en êtes là aujourd'hui. Mais sur le titre de chamane, est-ce que vous avez le sentiment aussi que aujourd'hui, on désacralise un peu alors j'allais dire, je ne sais pas si on dit une fonction, un titre. Tout le monde s'autoproclame un peu chaman. Oui. C'est une très bonne question et moi-même, ça fait partie des sujets où j'ai fait un pas en avant, 3 pas en arrière en disant est-ce que je le mets, est-ce que je ne le mets pas Et puis à un moment donné, je me suis dit le constat, et qui est d'ailleurs très en lien avec le côté marketing, c'est que je me suis rendu compte qu'en effet, que ce soit dans l'entreprise ou dans le côté développement personnel ou même la spiritualité, il y a des sujets à la mode. Et le problème, c'est que c'est souvent ceux qui ne le sont pas qui se l'approprient, et ceux qui le sont, en fait, qui se mettent dans l'ombre et qui, du coup, ne sont plus visibles. Et je me suis dit, si je le fais pas, si j'affirme pas, sachant que j'ai quand même, moi, 3 ans de formation derrière moi, plus tout mon parcours de vie, donc vraiment une vraie légitimité derrière. Si je le fais pas, les gens qui vont chercher une chamane vont trouver les usurpateurs, et donc ils vont vivre des choses que moi j'ai vécues aussi sur mon parcours. Et du coup, j'ai vraiment pensé que là encore, c'est plutôt pour servir le tout que pour mon côté individuel, parce que moi, il y a des fois où je me dis, est-ce que c'est pas un peu dangereux, quoi, quelque part aussi, parce que d'un point de vue du gouvernement, voilà, on est considéré comme des sectes, enfin bon, ça peut être... catalogué vite. Oui, c'est ça. Ouais. Et pointer des regards sur moi, mais à la fois, je pense que c'est important, et puis aussi,
pour une question de transparence. Parce que je sais que je suis puissante et je sais que, d'ailleurs, je le vois, les gens, quand ils viennent à moi, il y a des fois où ils ont un espèce de retour en arrière qui est très énergétique, de où est-ce que je m'embarque là. Là, avec celle-là, j'aurais pas la possibilité de m'échapper, quoi, en fait. Donc, et il y a des personnes qui finalement décident de pas bosser avec moi, et moi, voilà, c'est que c'est pas le moment, il y a pas de problème. Mais donc du coup, le fait d'afficher, bah voilà, on sait où on va, quoi. Oui, et puis vous assumez. Exactement, j'assume. Vous assumez. On dit souvent aussi que on est parfois suivi, intronisé, chaman. Oui, oui. Ce qui était votre cas. Initié, oui, tout initié, à fait. voilà. Oui, complètement, et où on attend cette phrase un petit peu presque libératrice qui dit tu es chaman. Et tu peux l'affirmer et le dire. Ça a été votre cas? Oui, oui. Bah, moi, j'ai suivi un parcours initiatique voilà, chamanique. Alors, en France, pas en Mongolie ou voilà, ailleurs. pas en Mongolie ou au Pérou. Et je pense que ça s'est fait comme ça. Bon, j'ai failli aller au Pérou et puis ça s'est pas fait. Et en tous les cas, je suis très contente que ce soit passé comme ça parce que je pense, et c'est le retour aussi de la chamane qui m'a accompagnée, que justement, on est plutôt dans du néo-chamanisme et que les outils en France, en Occident, ne sont pas les mêmes qu'au Pérou ou en Sibérie. Donc, c'est bien aussi d'avoir eu vraiment les outils. Et surtout, ce que j'ai compris à travers le chamanisme, et vraiment, je remercie la chamane qui m'a accompagnée, c'est que le plus important, c'est la connexion. C'est le lien, justement, que l'on a avec la personne que l'on accompagne et de pouvoir vraiment se mettre au service, quoi. Comment s'opère une démarche lorsqu'on décide d'être formé au chamanisme? Vous allez prendre contact avec une chamane en allant la voir et en lui disant « je pense que je suis chamane ». Ah non, non. Alors, moi, au départ, c'était vraiment une démarche personnelle. C'est-à-dire que j'allais pas bien. Ah ouais. J'avais déjà fait un parcours de thérapie classique. Et je sentais, j'avais fait déjà pas mal de chemin, mais c'était un moment où justement il y a eu une coupure avec ma famille, ma vraie famille. Et j'ai senti que c'était le moment de faire une coupure, de couper les liens vraiment, de me mettre un peu à distance parce que ça devenait trop souffrant pour moi en fait. Et je pense que à ce moment-là, de manière intuitive, j'ai cherché une deuxième famille. Et donc, et j'ai senti que le chamanisme était quelque chose que je devais poursuivre. J'avais déjà travaillé un peu avec une chamane, mais ça n'avait pas... j'avais été un peu... C'était pas concluant. Non, c'était pas vraiment concluant. Ouais. Et là, je me souviens très bien, c'était à la période de Noël. J'avais décidé pour la première fois de ne pas fêter les fêtes de Noël avec ma famille. Et donc, je cherchais un stage de chamanisme. Et je suis tombée sur donc la Maison de Lettres, et où ils proposaient un peu tout ce que j'avais déjà, que j'aimais déjà. Il y avait les chevaux, il y avait les lettres hébraïques qui étaient déjà sur mon chemin, et puis le chamanisme. Et ils proposaient une initiation sur 4 jours. Donc voilà, moi j'y allais juste pour faire l'initiation, quoi. Et voilà, et au bout des 4 jours, je me suis dit non mais je peux pas repartir, quoi. C'est pas possible, il faut que je continue. Et elle proposait en fait un cursus d'apprentissage où on passe d'étape en étape. Et bien que ce soit à l'autre bout de là où j'habitais, parce qu'à l'époque j'habitais à Strasbourg et l'endroit était dans les Cévennes, donc ça faisait un peu de trotte. Mais je me suis dit, à ce moment-là, j'ai pensé à Corinne Sombrin et je me suis dit bon. Elle est allée en Mongolie. Moi, finalement, je m'en sors pas trop mal. Ou Arnaud Rioux ou d'autres, oui. Évidemment, qui ont fait ce parcours initiatique aussi. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça. Et à ce moment-là, cette chamane vous dit, à la fin de cette initiation, et c'est là, elle vous dit, tu es chamane? Non, en fait, il y a des niveaux. Donc au départ, on fait un premier niveau, et en effet, il y a on va dire des petite certification, j'aime pas le mot, mais j'arrive pas à trouver autre chose. En tous les cas, on valide nos acquis.
et on a déjà une première certification. Donc, et d'ailleurs, beaucoup de gens s'arrêtent là en disant « je suis chamane ». Moi, ça n'a pas été mon cas parce que je le faisais pas pour ça au départ. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé, c'est là où je me suis sentie légitime. Et puis je voyais aussi au niveau de mes accompagnements qu'il y avait vraiment des choses qui transformaient vraiment. Donc, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Qu'est-ce que ce parcours initiatique, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant toutes ces initiations-là? Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Qu'est-ce que ça a transformé chez vous? Remué chez vous? Beaucoup de choses, parce que c'est ce que j'adore en fait dans cette démarche, c'est que on est face à notre histoire. On va comprendre en fait les racines en fait des problèmes. Et à la fois, on est connecté à l'invisible. Alors, c'est très étrange, mais à la fois, voilà, on décortique un petit peu toutes nos blessures. Et puis, on va voir nos ombres aussi, les schémas qui se répètent et comment on peut parfois aussi s'accrocher à notre position de victime et comment c'est pas toujours facile de s'en défaire. Et puis, oui, j'ai senti que plus j'allais dans les profondeurs de mon être et retrouver justement cette connexion et puis pouvoir aussi explorer et faire des exercices avec les personnes qui étaient avec moi, parce que on s'échange beaucoup, on fait beaucoup de soins communs, quoi. Enfin, voilà, chacun soigne l'autre. Et plus j'ai fait ça, et plus j'y prenais goût, en fait. J'avais un peu l'impression que là, que mon enfant libre renaissait. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que il y a eu quelques moments, quelques soins où on devait se connecter avec la nature, se connecter aux fleurs et aller ramasser des fleurs, où je me suis vraiment revue petite fille en train de faire mes tambouilles avec de la terre, des fleurs, etc. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'étais déjà chamane, quoi. Avant l'heure. Ouais, c'est ça. Et puis j'étais très connectée à la nature. Je passais mon temps dans les arbres. Et oui, c'est ça qui est revenu, en fait. C'est cette connexion à mon enfant libre et avoir vraiment l'impression de revenir à ce que j'étais à mon essence. Et puis, en parallèle, de voir que plus je me transformais, plus je voyais mon pouvoir transformateur chez les autres, en fait. Donc, ça a révélé beaucoup de choses, voire tout de votre existence et de votre être. Complètement, ouais. Alors, sans vouloir être trop intrusif dans votre vie, vous avez dit quelque chose, on sent bien qu'il y a une relation familiale qui est un peu compliquée chez vous, mais en faisant ce travail d'immersion, ce travail sur vous en profondeur, en allant rechercher les causalités de cette dualité qu'il y a avec votre famille, est-ce que vous n'avez pas réussi à résoudre? Bien sûr. Si, ça a complètement réglé les problèmes avec votre famille, pour le coup? Alors, de mon point de vue, je suis justement sortie de cette posture où j'avais l'impression que parce que ma mère était dépressive ou parce que mon père avait fait ça, du coup, je souffrais. Et de comprendre, de donner du sens. Parce que le chamanisme, ce que j'adore par rapport aux thérapies plus classiques, c'est de voir ça comme un arc de temps. C'est-à-dire, on hérite de nos ancêtres, on a hérité, puis moi j'ai des ancêtres juifs quand même, donc voilà, j'avais quand même hérité de toute ce passé de la Shoah, et c'est pas rien. Et que finalement mon parcours de vie avait été comme une répétition de ces souffrances-là, puisque ma mission, c'était de m'en libérer, en fait. Donc, il y a plus cette idée qu'on a des parents toxiques. Derrière des choses qui peuvent être souffrantes, on a vraiment, enfin moi j'ai vraiment cette conscience que l'âme de mes parents était exactement ce dont j'avais besoin pour rejouer les blessures de mes lignées et pour pouvoir les libérer. Et quand je vous dis ça, j'ai plein de frissons partout, quoi. Bien sûr.
Comment beau. est-ce que vous revenez à ce moment-là auprès de votre famille? Alors, Après avoir été, entre guillemets, transformé, qu'il y a eu cette évolution-là, que vous prenez conscience de tout ça, il faut bien reprendre le lien, le contact. Comment est-ce que vous opérez ça? Alors, pour être très honnête, ça reste encore quelque chose de compliqué, puisque il y a un niveau de conscience qui n'est pas le même. Et donc, eux m'entendent parfois parler de ma mère qui était dépressive, de comment j'ai souffert, parce que sur les réseaux, j'en parle, parce que la plupart des gens que j'accompagne, ils en sont encore là. Donc, je reparle de mon passé pour justement leur dire, mais c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, c'est que voilà, il faut redresser en fait la barre, mais malgré tout, je n'arrive pas à me faire comprendre. Et ça, c'est une grosse souffrance pour moi, parce que mon père, puisque ma mère est déjà partie, donc elle avec elle, je sais que la paix est faite, mais que ce soit mes sœurs ou que ce soit mon père, il y a encore mais pourquoi tu parles de ça, pourquoi tu as besoin de revenir là-dessus Et alors là, ça ne va pas aider. Hein. Non, j'en ai conscience. À moins que. C'est ça. À moins que, parce que parce que là, vous êtes à cœur ouvert, donc vous dites véritablement ce que vous avez sur le cœur, en tout cas de ce que vous acceptez de nous livrer. Ils vont l'entendre. Oui, oui. Mais voilà, et ça fait partie aussi de ce côté sacrifice. C'est-à-dire que je sacrifie mon besoin d'être reconnu et faire partie de la famille. Pourquoi vous ne dites pas aimer? Oui, bah oui, c'est vrai. Ça pourrait être plus simple. C'est tellement vrai. C'est peut-être ça. Et oui, mais bien sûr. Bien sûr. Vous pensez ne pas avoir été aimé par votre famille? Pas suffisamment? Vous l'écrivez d'ailleurs. Bien sûr, oui, oui. Bah, en fait... L'amour et la sécurité inconditionnelle. Voilà, inconditionnel. J'ai été aimée, oui. Mais j'ai été aimée tant que je correspondais à ce qu'on attendait de moi. Et je suis aimée à la condition que je ne sois plus sur le réseau. Et donc, voilà, en gros, j'ai le choix. Faire ce qui me semble, ce pourquoi je suis là, donc servir le tout, et puis être là à l'endroit qui m'épanouit le plus, avec cette idée, et ça a été quand même un sacré chemin, de lâcher cette croyance que je faisais du mal à ma famille et que du coup, il fallait que je choisisse entre les deux. Parce qu'en ayant en plus une mère dépressive, je peux vous assurer que pendant très longtemps, j'ai porté ce poids, cette culpabilité d'avoir rendu ma mère malade. J'entends ce que vous dites, on entend ce que vous dites, et étonnamment, j'ai une réflexion de votre famille en tête qui pourrait dire « on t'a rien demandé ». Tu n'es pas obligé de le faire, on ne t'a rien demandé. Donc tu t'infliges ça. Pardon, hein. Non, c'est une réflexion qui me vient comme ça, et j'entends un membre de votre famille dire « mais attends, on t'a rien demandé. Tu n'es pas la sauveuse de la famille. » Ah, alors ça, justement oui. Justement oui. Et ça, c'est le chamanisme qui m'a permis de le voir. C'est-à-dire que ce dont j'ai compris, notamment grâce à un soin que l'on fait qui s'appelle la constellation chamanique, et constellation familiale. Hein, bien sûr. Mais là, on le fait voilà, avec des objets de pouvoir. Et donc, on prend la famille et on regarde les énergies de chaque personne, en fait, ce qui compose la famille. Et c'est là où j'ai compris, en fait. C'est là où j'ai compris que, bah oui, j'étais la seule de la famille à avoir justement, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire, ce code, un code génétique. Cette faculté. Qui amenait la famille à passer un cap, à changer justement de conscience, de niveau de conscience. Et que j'étais là pour, alors pas sauver la famille, mais guérir alors moi j'aime bien parler de femmes de ménage de lignée, et je crois vraiment que la chamane, elle est là pour ça, guérisseuse, voilà. Et que je suis là justement en me guérissant moi et en faisant tout le travail que j'ai fait là.
je libère mes enfants. Et ça, c'était un moteur, hein, d'ailleurs, dans mon parcours. À un moment donné, j'ai senti que, de toute façon, je n'avais pas le choix, qu'il fallait que je le fasse, parce que sinon, je reproduisais ce que ma mère avait vécu, et je ne voulais pas, en fait. Donc, j'avais pas encore toute la vision, mais en tous les cas, je sentais que j'étais là pour couper, en fait, comme le maillon qui disait « non, stop, quoi, la souffrance ». Tout ce qu'on se trimballe là, comme fardeau lié à de la Shoah. Et aujourd'hui, il y a des études qui le montrent que 2-3 générations après, il y a encore beaucoup de traumatismes qui sont encore là et dont on est chargé. Donc certaines personnes de la famille sont chargées en fait de venir libérer ça, en fait. Donc se libérer soi-même, libérer la famille, mais pourtant, le résultat n'est pas à 100%, n'est pas optimal à 100%. Alors, par rapport à votre famille, j'entends. Disons que, alors, on la libère énergétiquement. D'accord. Maintenant, dans la matière, ça fait pas forcément faire des sauts quantiques à toute la famille. Hein. En tous les cas, dans mon cas, mais je vois quand même qu'il y a des évolutions. Avant, il y a encore presque quelques mois, quelques années, notamment avec mon père, mon père me disait, avait vraiment cette vision que je devais pas faire ça et qu'il essayait de me convaincre. Aujourd'hui, il sait que ça sert à rien de me convaincre. Il dit, je comprends pas. Avec toujours, il dit, il comprend pas toujours. Non, alors qu'il doit vous sentir plus heureuse, plus épanouie, plus en phase. Mais non. Bon. Mais non, parce que pour lui, d'ailleurs, on en a discuté il n'y a pas très longtemps, dans la mesure où je n'incarne pas ce truc matériel. Il faut que ça soit concret. C'est ça. Il faut qu'il y ait un diplôme, il faut qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait un bulletin de salaire, il faut qu'il y ait, bien sûr. Le jour où j'aurai une entreprise avec 50 personnes, peut-être que je serai reconnue. Ouais. Mais pour le moment, non. En tout cas, briser les chaînes, c'est aussi la mission de la chamane que vous êtes. Oui, vraiment, oui. Il n'y ait plus ces schémas répétitifs, qu'il n'y ait plus, plus tout ça. En tout cas, cette mission-là, vous pensez l'avoir accomplie? Ah oui, ça c'est sûr. Et je vois pour le coup, et là c'est ma satisfaction, c'est de voir que sur mes enfants, ça a changé énormément de choses. C'est-à-dire que contrairement à là, j'ai vraiment fait un grand changement. Alors j'ai élevé mes enfants toute seule, et le changement, ça a été justement à un moment donné de suivre ce chemin. Ça a commencé par la danse, parce que j'ai commencé mon parcours aussi chamanique avec la danse thérapie avec des chamans. Et quand cette danse-là m'a appelée, quand ce parcours de thérapie m'a appelée, il fallait que je parte 9 jours alors que mes enfants étaient encore ados. Et au moment de le faire, je me suis dit non, mais je peux pas. Non, je peux pas. Mes enfants, ils vont rester tout seuls. Sacrifice. Cette idée de sacrifice, je devais sacrifier. Légitime. Bien sûr. Et en plus, j'ai eu la bonne idée d'aller en parler à mon fils qui me dit « Mais non, mais maman, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, etc. » Et finalement, je suis retournée voir les formateurs, enfin, notamment la formatrice. Je lui en ai parlé en lui disant « Maintenant, finalement, j'ai réfléchi. Ça peut pas se faire, et pas maintenant. » Et elle m'a répondu un truc. Elle m'a dit « Mais Carole, est-ce que c'est si difficile de te faire du bien à toi ?» Et là, je me suis écroulée. Elle avait touché quelque chose de tellement profond, en fait. Non, je n'avais pas le droit de me choisir moi, en fait. Et donc, j'ai décidé de le faire. Et c'est les petits? Oui, en fait, j'ai fait en sorte, j'ai pris conscience que il fallait aussi que, du coup, j'avais des amis, j'ai fait en sorte que... Bien sûr. Mais oui, je les ai... Et aujourd'hui, c'est ça qui est génial. Et puis, il y a encore une autre histoire qui était assez forte en la matière, c'est que, à ce moment-là, elles étaient OK, mes filles, il n'y avait pas de souci. Mais aujourd'hui, elles me remercient parce qu'elles me disent, mais on a eu tellement d'autonomie, en fait. Tu nous as permis de développer cette autonomie. Et ma fille qui a 22 ans, qui est maintenant autonome, et même mon fils,
me disent par rapport à mes amis. Je vois en fait que je suis super débrouillarde, et j'ai pas une maman qui est là, qui étouffe, qui me demande. Je suis libre de faire mes choix en fait. Il y a une évolution et un changement dans votre façon de voir la vie, d'appréhender la vie, de vivre cette vie. Ce changement-là, vos enfants, j'imagine qu'ils doivent avoir une autre maman. Enfin, il y a un avant et un après. Ah oui, complètement, oui. Ah oui, ça eux, ils l'ont bien senti. Hein. Et ça a eu des impacts aussi sur eux, même si ça n'a pas été forcément simple. Mais aujourd'hui, typiquement, je pense à ma fille qui a eu, il y a quelques années, elle avait initié, elle démarrait sa formation de coiffure. Et elle avait commencé un parcours, comment on appelle ça, vous savez, elle travaillait en alternance, en apprentissage. Ouais. Elle avait trouvé un apprentissage, mais elle était dans un salon où elle se sentait pas bien. Voilà, elle était reléguée à faire du ménage et tout ça. Et à un moment donné, elle s'est écoutée. Elle a senti et elle a pris le risque d'arrêter, sans savoir, comme moi, sans savoir ce qui allait... comment elle allait rebondir. Voilà, comment elle allait rebondir, si elle allait retrouver, sachant qu'à Strasbourg, il n'y a pas 36 000 coiffeurs non plus. Mais elle a fait confiance. Elle a fait confiance à la vie. Et finalement, elle a retrouvé un autre salon. Mais elle a écouté ce truc. Non, là, ça ne va pas. Et ça, je sais que c'est vraiment moi qui lui ai initié, quoi, ce côté... oui, je fais confiance à la vie. Et... Bon, il y a eu un moment, notamment de mon parcours, où c'était chaud patate, hein, et elle m'en a voulu parce j'ai dû vendre la maison dans laquelle on était. Et à ce moment-là, elle m'en a beaucoup voulu parce qu'elle passait le bac et ça l'a mis en grosse difficulté, en insécurité. Mais n'empêche que 6 mois après, nous étions confinés et son bac, elle l'a eu dans la pocket. Donc finalement, c'était juste. Et ça, elle l'a gardé, elle l'a vécu, en fait. Ce côté « c'était juste », est-ce que c'est quelque chose que vous préconisez aux parents, face à leurs enfants, d'expliquer le principe du « c'est juste » Bien sûr. Pour moi, c'est fondamental d'apprendre à l'enfant de se respecter, de s'écouter, et puis de faire confiance, oui, de se dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre de nos expériences, même les pires, en fait. Ça, c'est pour moi la plus belle des leçons. Mais il ne suffit pas de le dire aux enfants. Moi, ça, c'est un truc que j'ai vraiment compris, c'est que le rôle de parent, c'est surtout le vivre soi. Et les enfants, ils le récupèrent énergétiquement. Je ne sais pas comment ça marche, puis ils le voient, quoi. Mais ça passe par nous d'abord. Donc vous êtes chamane, thérapeute. Qu'est-ce que être chamane en 2024 ? C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est déjà accepter son chemin de vie, faire l'expérience de cette transformation intérieure et pouvoir la transmettre aux autres. Et ça passe aussi quand même, je vois... La plupart des gens qui sont sur ce parcours-là, c'est justement avoir, compris que la vie nous parle. Et c'est aussi pour moi, c'est un grand, c'est un outil hyper précieux aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent dans cette impuissance et qui se disent, mais comment on peut faire en fait ? Comment je peux sortir de ça ? Oui, comment je peux sortir de ça ? Comment je peux contribuer à mon niveau et avant de penser à contribuer, peut-être se dire comment je peux sortir de ça, de ce cercle vicieux, de ce carcan, de ces schémas répétitifs, ou des choses qui sont tellement difficiles et anxiogènes à vivre tous les jours, avant de penser peut-être à améliorer le monde. Souvent, en tous les cas, moi je remarque que la plupart des gens que j'accompagne, ils sont vraiment dans cette notion de service. Okay. C'est souvent quand même très présent. Et moi, je l'avais déjà quand c'était à peu près 2014-2015, je me suis fait virer la 2e fois. J'avais cette sensation que j'avais quelque chose à transmettre au monde, donc
j'avais envie de faire du bien. Oui, pas forcément servir au sens changer le monde. Quoique, j'avais un peu ça quand même. Mais, c'est vrai, vous aviez déjà ce ressenti-là. Ah oui, je sentais qu'il y avait... Mais par contre, c'est ça qui était super frustrant, c'est que j'avais vraiment cette impression que j'étais venue pour ça, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je fasse, et la vie était en train de me dire on n'a pas besoin de toi, ou tu sers à rien, ou tu sais pas t'y prendre. Et c'était super frustrant, en fait. Je veux aider, et tout ce qu'on me renvoie, c'est tu fais chier le monde, quoi. Alors, sans doute ce que votre famille a dû se dire. On l'entend d'ici, hein. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment qu'ils vous aiment parce que vous faites partie, vous êtes la famille, mais ils ont dû se dire ça. Qu'est-ce qu'elle nous fait chier, Carole, quoi. Et elle continue. Et elle continue. Mais alors ça a été... parce que ça les bouscule dans leur retranchement. Et bien sûr. Et ça a été, je me souviens, je crois que à l'époque, je faisais pas mal d'allers-retours en train, je sais plus où j'étais, mais j'écrivais en général dans le train, je sais pas, ça me venait. Et un jour, j'ai commencé à écrire sur « Je suis une emmerdeuse ». Et j'ai commencé à assumer ça. Mais oui, ce côté excentrique. Sur ce côté, c'est-à-dire qu'il y a un centre, la famille est un centre, et moi, je suis là, je suis à la marge. À l'extérieur du cercle. À l'extérieur du cercle, et à la fois, j'ai compris, mais ça m'a pris vraiment du temps, que, en fait, ce nouveau cercle, c'est quelque chose qui va grossir, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui se sentent un peu hors normes, ou excentrés, et finalement... c'est le début d'un nouveau, du nouveau. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs la plupart des gens qui s'installent sur ces canapés nous disent à chaque fois la même chose. Je me sens en marge d'eux. Depuis toute petite, je me sens incompris, incomprise. Voilà, j'étais pas en phase, même dans l'amitié, même en amour. Et après, évidemment, avec l'évolution professionnellement, c'était la cata. Je me suis cherché, j'étais pas au bon endroit, etc. etc. Beaucoup. Hein, oui, c'est... Alors maintenant, on met des étiquettes, et je suis passée aussi, zèbre, HP, et tout ça. Mais c'est ça. Alors, il y a des grandes étapes dans votre vie, évidemment, vous en avez évoqué quelques-unes. Vous dites aussi, je n'ai pas compris le sens du sacrifice. Alors, rappelez-moi... Alors, vous dites ça, j'ai sacrifié la vie que je croyais devoir vivre pour embrasser la vie qui m'attendait. Oui. Et vous dites, j'ai pas compris, en fait, le sens du sacrifice au départ. Ah non, au départ, non, c'est clair. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais accrochée et je comprenais pas, puisque je voyais... En fait, ce qui se passe, et là, on est en plein dedans, à mon avis, on est vraiment dans cette phase de... Il y a un système, alors moi, à l'époque, c'était ma vie, qui était en train de s'effondrer. Donc, toute la partie qui était basée sur la richesse, sur les signes extérieurs de richesse. La matière. La matière, voilà. Le faire, l'avoir. Le paraître. Le paraître. Et cette conception que j'existe et que ma valeur était... Elle passe par ça. Elle passe par ça, voilà, exactement. J'ai besoin de ça, et vraiment, moi, je suis bien rentrée dans ce jeu-là, puisque, surtout au moment où ma mère était en fin de vie, c'était vraiment... en fait, j'étais convaincue que le jour où j'aurais enfin un titre un peu honorable, alors elle me reconnaîtrait. Il y avait ça derrière. Il y avait vraiment cette notion d'amour, on va m'aimer si j'arrive... Parce que je suis. Voilà. Parce que j'arrive à cet endroit-là. Et en fait, c'est là où, c'est là où je me suis complètement vautrée, en fait. C'est que c'est vain d'agir pour que les autres nous aiment. Et ça marche pas. Et en effet, au départ, je comprenais pas. Et c'est ce truc-là que je voyais pas, en fait, à quel point j'étais conditionnée, que mes actions, mes choix, était conditionné par quelque chose qui était très inconscient, vraiment bien dans les profondeurs, et qu'il fallait que je vois, en fait. Comment se présente votre accompagnement aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je propose un parcours initiatique sur 8 séances, où on va justement revenir à la base, revisiter
le lien parental, le lien à la mère, le lien au père, et on va comprendre tous les mensonges qu'on s'est racontés, tout ce qu'on n'a pas vu. Ou qu'on nous a raconté aussi. Alors, moi, j'aime bien dire qu'on s'est raconté. Okay. Parce que, bien sûr que ça vient forcément de l'extérieur, et à la fois, on le voit bien, deux personnes peuvent vivre exactement la même chose. Il y en a une, imaginons deux enfants, deux jumeaux même, qui se font bourlinguer, vont à la plage, ils se font emmener dans une vague. Il y en a un qui va rigoler, il va trouver ça très drôle, et l'autre qui va avoir l'impression d'avoir échappé à la mort. Donc c'est bien l'interprétation que l'on se fait qui... Oui, alors que c'est la même vague. Alors que c'est la même vague. Ouais. Et dans les familles, c'est pareil. On peut, moi, je vois bien, j'ai les mêmes parents que mes sœurs, mais l'histoire que je me suis racontée, et c'est vrai que mon histoire est quand même un peu différente, parce que ma mère est quand même dépressive quand elle me porte, et ça, j'ai compris aussi que c'était pas rien. Il y a un engrammage particulier, là, pour le coup. Oui, et c'est ça aussi qui fait que je suis là aujourd'hui, que j'avais à explorer cette mort, le côté chamanique, c'est ça aussi, hein. Moi, je suis plus à l'aise dans le monde du bas, comme on appelle en chamanisme, qui est le monde de l'inconscient, justement, presque que dans le monde réel, hein. Et c'est ça aussi qu'il a fallu que je comprenne, en fait. Donc 8 séances. Oui. 8 séances qui durent une journée à chaque fois? Non, qui durent 2 heures. 2 heures, 2 heures à chaque fois, espacées d'une semaine ou de 2. Donc en visio aussi? Oui, ça peut se faire en visio ou en présentiel. Et ça passe beaucoup par le corps. Parce que c'est pas, contrairement justement à une approche thérapeutique, il y a des exercices que je donne à faire, mais l'idée, c'est vraiment de se connecter justement au traumatisme par le corps. C'est-à-dire que la personne, je vais lui demander de fermer les yeux, de se reconnecter à ce moment, et à partir de là, on va vraiment dérouler et on va guérir le traumatisme. On va changer l'histoire, justement, changer l'énergie. Et on va permettre justement à l'enfant de réagir comme il n'a pas pu réagir. Et c'est ça qui va vraiment redonner de l'énergie, remettre les émotions au bon endroit. Et ça change une vie, vraiment. Est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné, une sorte d'avant-après, qui a suivi évidemment ce petit cursus de 8 séances et que vous avez trouvé métamorphosé après ça? J'en ai plein. Quelqu'un qui vous a profondément marqué? Alors, une qui m'a profondément marquée, qui est assez récente, Myriam, qui est une jeune femme qui a une quarantaine d'années, qui élevait sa petite fille toute seule, qui est une tradeuse, donc qui avait super bien fonctionné, donc dans la finance. Dans la finance, qui d'origine afghane. Ça c'est pareil, avec un père qui a perdu sa mère très jeune et avec un père qui était très autoritaire. Et quand elle est venue à moi, elle était sur Paris et en fait elle était complètement terrorisée de l'intérieur. Elle venait de vivre une affaire judiciaire vraiment lourde. Et en fait, alors c'est une femme qui, de l'extérieur, vous diriez, mais waouh, super nana, elle sait voilà, charisme, etc. Et quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'ai senti qu'il fallait que je démarre par un soin qu'on appelle le soin de l'enfant intérieur. Je fais jamais ça. Mais là, tout de suite, je lui ai dit, je sens qu'il faut que je fasse ça avec toi. Il me dit, OK, je te fais confiance. Et là, j'ai bien fait, parce que ce soin-là, rien que ça a été un truc de malade. Parce qu'elle a pris conscience elle-même qu'au fond d'elle, elle était en train de s'écrouler, quoi. Les fondations, franchement, c'était impressionnant, quoi. Et rien que ça lui a mis bien 3 semaines pour... Voilà, c'est venu à l'intérieur, bouger. Ça travaille. Ah, mais impressionnant. Là, le côté chamanique, elle l'a bien senti, hein, et elle m'a dit, mais pourtant, elle avait fait beaucoup de choses. Elle avait été en Australie, etc. Elle m'a dit, mais j'ai jamais fait ces expériences-là, quoi.
Et donc, à ce moment-là, elle était bloquée à Paris. Elle devait retourner au Brésil, où elle avait déjà vécu, pour pouvoir, renouveler son passeport. Mais elle n'y arrivait pas. Elle était complètement figée. Elle se dit, mais je comprends pas, pourquoi j'arrive pas? Et donc, du coup, elle était en confusion. Elle se disait, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Je sais plus, en fait. Et c'est ce qui avait motivé sa démarche. Et finalement, elle y est allée. Et aujourd'hui, elle habite là-bas. Et sa vision de la vie, elle a compris tellement de choses, en fait. Elle s'est libérée, vraiment. On a le sentiment que si on prenait une image un peu simple, c'est-à-dire qu'il y a des cadenas un peu partout dans nos vies. C'est ça. Et avec des séances comme ça, on peut avoir les clés de chaque cadenas, en fait. Alors, faire sauter les verrous, comme ça. C'est vraiment très drôle que vous évoquiez cette image-là, parce que c'est très souvent, c'est une image que j'ai très souvent eue dans ma vie et dans mon parcours chamanique, l'impression d'avoir tout. Les clés pour ouvrir. Parce que quand vous parliez tout à l'heure de briser les chaînes, ces chaînes, elles sont maintenues par les cadenas. C'est ça. Et donc, inévitablement, cette image, cette métaphore du cadenas où on a la clé pour ouvrir, on se dit, oh, voilà, c'était ça qu'il fallait faire. C'est un peu comme mon fils, quand il était petit, avait un jeu vidéo où c'était des énigmes. C'est un peu ça, en fait. On a vraiment l'impression que la vie, c'est une énigme. Et voilà. Mais la vie est une énigme. Bien sûr. Un sacré mystère. C'est un sacré mystère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes heureuse? Oui. Vous êtes alignée avec ce que vous vouliez toujours être? Ah non, alors je ne savais pas, justement, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, au départ, je ne savais pas ce que je voulais être, mais je l'ai retrouvé, en fait. En tout cas, c'est votre chemin de vie, vous êtes aligné avec ce chemin de vie-là. Ah oui, et puis j'ai vraiment de plus en plus de confirmation que c'est vraiment... que ce n'est que le début, d'ailleurs, parce que je sens qu'il y a des choses qui sont en train de s'expanser, la danse aussi, que je sens que je vais revenir vers ça aussi, rajouter ça. Mais ce que je vis au quotidien dans mon travail, et ça, c'est une sacrée... pour moi, c'est un vrai cadeau de se dire, je fais comme vous, faites un job, mais vous vous éclatez, en fait, vous rencontrez des gens sympas. Je pense que c'est sans doute un des plus beau cadeau de la vie que de ne pas avoir la sensation de travailler, quoi. C'est ça. Exactement. Je pense que c'est ça le plus beau cadeau. Et même parfois, je ne sais pas si ça vous fait ça, presque avoir une sorte de culpabilité. Parfois, il m'arrive d'avoir ce sentiment-là en me disant, mais tu bosses ou tu... Ouais. Parce que c'est tellement fluide et c'est tellement Alors, engrammé en soi, tout à fait, on se dit, c'est tellement naturel que, bon, on n'a pas le sentiment de bosser. Alors, moi je vois très bien ce que vous voulez dire. Je l'ai parfois dans aussi le lien à l'argent, par exemple. De me dire, c'est tellement facile, c'est tellement agréable, comment je peux demander, et ça, d'ailleurs, ça fait partie souvent des choses que l'on travaille avec mes clientes aussi, c'est parce que le but du jeu, c'est de les amener justement sur leur vocation, ce pourquoi elles sont faites. Et donc, il y a cette relation de dire, mais oui, tu as le droit, justement. Ce rapport à l'argent en France est très, très compliqué. Ah oui, ça. Alors, non seulement le rapport à l'argent en France est compliqué, mais le rapport à l'argent en France, quand on parle de spiritualité, c'est encore pire. Et alors, je rajoute, quand on rajoute le côté féminin... En plus. c'est vrai. Mais oui, et la spiritualité, ça ça fait partie aussi des histoires. Et je pense que c'est ce que je suis venue aussi rassembler, c'est-à-dire on peut être spirituel, on peut... mon côté businesswoman d'avant, je peux être aussi businesswoman, chaman, et avoir tout un parcours. Bon, l'objectif, c'est quoi maintenant? C'est de convaincre vos sœurs et votre père que vous faites un vrai job? J'ai rien à convaincre. Oui, bien sûr. Ma question est idiote, j'aurais pas dû vous la poser comme ça. Non, j'ai rien à prouver, mais oui, j'aimerais. C'est sûr que. Mais j'ai compris aussi que plus je vais m'attacher à ça, moins ça va arriver. Donc voilà, ça fait vraiment partie des choses de détachement. Ouais. Ok, on verra bien. Mais vous avez dit quelque chose de fort et de sensé. Vous avez dit j'ai rien à prouver en fait. Non. Et c'est là où je les remercie, parce que tout ce que j'ai pu vivre justement avec cette famille, ça m'a permis de lâcher ça. Ouais.
ce besoin de reconnaissance. Je trouve que l'accomplissement d'une vie devrait passer par ce ressenti-là, en conscience, qui consiste à dire « je n'ai rien à prouver à personne ». Pour moi, c'est ça l'individuation. Je trouve que c'est ça aussi, je suis d'accord avec vous. Ouais. Quand on est capable de dire ça, de ressentir ça, parce qu'on le dit, parce qu'on le ressent très profondément. Il ne s'agit pas d'une phrase qu'on balance comme ça au petit déjeuner entre deux trucs. Hein. Ouais, de le ressentir mais de le ressentir vraiment en conscience en disant « je fais ce que je fais et je n'ai rien à prouver à personne ». Mais oui, parce que je sens que je suis vraiment au bon endroit. Ouais. Et c'est cette sensation, c'est très... comment dire, c'est que de la perception, hein, c'est très corporel comme sensation de dire mais oui, je sais que je suis au bon endroit. Et voilà, le sacrifice, c'est peut-être à un moment donné que... et pour moi, j'ai compris aussi que quelque part, on va dire le regard que j'ai eu de ma famille, je le vois aussi comme une espèce d'initiation pour me préparer à tous les autres qui, voilà, quand on commence à devenir un peu plus visible, vont nous juger, vont nous machin. Ah, ben là, on est bien préparé, hein. Donc, merci à votre famille. Mais oui. Merci. Mais bien sûr. Bien sûr. Ils vont entendre le message. Merci infiniment, Carole. Je trouve, on va mettre évidemment autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour entrer en contact avec vous. Il y a des sessions comme ça qui se font, alors on l'a dit en présentiel, qui se font en visio aussi. Des stages en immersion, des immersions. Et du coup, vous faites ça près de chez vous? Oui. Quand c'est en immersion? Oui, quand c'est en immersion, j'ai un lieu que j'ai trouvé là aussi, mais il m'est tombé dans les bras. Ça, c'est des trucs. Quand on est cadeaux de la vie, hein. Quand on est aligné, c'est là aussi on reçoit, on voit, ça vient. Faut avoir un peu de patience, mais les choses viennent. Et d'ailleurs, voilà, si je suis ici, c'est aussi que c'est venu sur mon chemin et merci. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. C'est passionnant. J'ai bien aimé. J'ai été touché vraiment par votre histoire, votre parcours de vie, cette résilience dont vous avez fait preuve aussi, et le fait d'avoir le courage de raconter sa vie et de mettre aussi comme ça devant tout le monde l'histoire de votre famille. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Il faut du courage. Et je pense que je vois aussi que ça évolue beaucoup. Il y a beaucoup plus de conscience. Et que justement, c'est un sujet... et plus on va en parler, moins ça va devenir justement le truc bizarre, le truc tabou. Je pense que on est vraiment dans une période où il faut lever les tabous, quoi. Vos enfants disent « maman, elle est chamane » ? Bon, maman, elle est bizarre. Maman, elle fait... elle nous étonne plus. C'est ça. Ouais, on en a tellement entendu et vu avec maman, donc c'est pas un problème. Oui, ça c'est sûr, ouais. J'imagine. Bon. Et tout le monde va bien. On vous souhaite le meilleur, Carole. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. On va lire tout cela très attentivement et je sais que vous serez sensible à cette émission et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.